François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft dans ses petits agendas rituels qui servent à tout et ça se met dans la poche. Oh, ce serait bien si on avait ça encore. Alors bien sûr, on a ces machins-là, on a nos petites applications, nos petites notes, mais c'est pas la même chose, vous croyez pas? Moi, je les regrette, je craque. Quand on visite n'importe quel pays, il y a toujours tendance à acheter comme ça des petits carnets, même si on s'en sert pas quand on les stocke là, dans les tiroirs. Enfin, en tout cas, là, quel voyage on est en train de faire. C'est notre 94e envoi. Et donc, 6 avril 1925, lundi pour eux, dimanche pour nous. Des complications, oui, puisque bientôt ils vont s'en aller à Washington, il va falloir les suivre, il va falloir s'ouvrir à une autre documentation, mais au moins ça nous rythme, ça fait respirer, ça fait qu'on ne s'installe pas là dans une routine. Vous voyez que je vous dis chaque matin, alors aujourd'hui il y a marqué que, ce qui veut dire que, et nous pouvons en penser que... On n'est jamais tombé dans ce défaut, non. Souvent, moi, j'ouvre, tu vois, tu dis, t'as 5 lignes, la vidéo, elle va faire 5 minutes. Donc, tu dis, ouais, il faut que je raconte. Puis, à chaque fois, ce que vous croyez que j'ai réussi c'est exprès, là, que je réussis pas à m'en tirer en moins de 30 minutes. Après, si tu le vis avec... tu dis, oh là là, mais... Bien sûr, mais après tu te dis c'est excessif. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est un petit océan, parce qu'à chaque fois que tu appuies là sur le petit sommaire, vous savez ce beau sommaire qu'on a maintenant avec chaque jour et puis les compiles mensuels, hop là, tu appuies sur la date, tu as ça qui t'arrive, ça te fait un lien, et puis après on va pouvoir compléter là tout cet atlas, les liens évidemment avec les vidéos afférentes. Et moi, je suis content, là. C'est une espèce d'océan, un océan tout entier contenu dans un tout petit carnet. Mais si c'était ça aujourd'hui qui pouvait nous aider à tenir, le tout petit carnet là, de ce qu'on est, de ce à quoi on s'obstine là, dans cet océan hostile qui nous déborde, et puis le faire malgré tout, le faire quand même. Alors on y va. Tiens, sur quoi je tape? Ben, il y a un nouveau venu dans la famille. Un tout petit livre, vous voyez, c'est pas tout à fait le format du carnet. Tiens, c'est joli si je fais ça dans le micro. Ça, on ferait pas ça avec de l'électronique. Wow. De quoi il s'agit? L'autre jour, c'était 2 fois dans la même journée. Moi, je venais de trouver dans une lettre, là, justement, de Lovecraft à sa tante Liliane, qu'il attendait le guide du marcheur de New York, avec de réflexions un peu désabusées. Quoique j'imagine que dans ce livre, nombre des excursions indiquées sont celles que j'ai déjà faites. Oui, mais il dédaigne pas quand même d'en trouver quelques autres. Alors j'étais sur la piste là de ce guide du marcheur du New York et je trouve le WPA, le guide de New York, alors un tout petit peu plus tardif puisque c'est 1938-39. Donc on est dans le New York juste ensuite, là, dans les années 30. Et le même jour, on s'était intéressé à ce Arthur Leeds, membre du KLM Club, très proche évidemment de Howard Phillips Lovecraft, Yoshi qui indiquait que Leeds, qui tirait le diable par la queue, là, comme tous les copains ensemble, là, fin des années 30, avait trouvé un havre en publiant dans le projet du Federal Writers Guide. Le Federal Writers Guide, moi j'avais jamais entendu parler, mais c'est ce truc de mot guide là, qui venait 2 fois. Alors évidemment, là, les têtes chercheuses de l'équipe, alors c'est pas parce que je dis « Eh oh, vous pouvez aller chercher par là !» Non, c'est que moi je lance mes petites impros, puis après arrivent les mails. Au début, même c'est un peu déceptif, je te dis « Oh, j'ai encore dit un truc de travers. Oh, il y avait cette piste et je l'ai pas suivie. » Ben oui, mais justement, est-ce que c'est pas... quelque chose qui vaut dans toutes les disciplines, que dès lors qu'on se trouve là à marcher sur un petit fil et à défricher, on ne peut pas être dans une aventure solitaire, mais qu'elle se fait en équipe. Et c'est bien pour ça que solennellement, ici, tout de suite, je vous invite à descendre
tchouk, là juste en bas, où vous trouvez le lien pour vous inscrire. Inscrivez-vous par mail, c'est 20 balles, je peux pas faire moins. Et tu crois que ça, là, quand ça t'arrive dans ta boîte aux lettres, ils servent pas à ça, un peu, les 20 balles, ou puis tout. Non, c'est... inscrivez-vous. Bon, moi, évidemment, il y a les vidéos, vous pourrez jamais tout regarder, mais les petits PDF qui vous arrivent dans la boîte mail, plus les compiles mensuels qui se feuillettent une fois par mois, 200 pages, ouais, mais tout d'un coup, on se retrouve dans des formats bien plus habituels, et puis on verra à la fin de l'année ce que ça deviendra, plus les documents réservés, les annexes. Rejoignez-nous, on est 112, il y a de la place. Et donc m'arrive un email d'outre-Atlantique, c'est pour ça que ça m'arrive la nuit, Federal Writers Guide. C'est une agence fédérale. Il y a eu juste là dans le fond de la Grande Dépression et dans la sortie de la Grande Dépression, juste dans cette avant-guerre avec toutes les menaces qui grandissaient, justement un rôle central du niveau fédéral. Et ça, aujourd'hui, on le connaît. C'est tout ce que démantèle Musk. Oui, je l'appelle Musk. C'est quand même, ça vaut pas mieux que ça, non? C'est tout ce que démantèle, là, au jour le jour, de façon irréversible et hallucinante, avec tous les copains américains, là, tous les copains sur Facebook. Mais ils osent même plus protester. Des fois que sur le réseau, on trouve on n'en peut plus, là, de votre passivité. Vous êtes quoi? Vous êtes des intellos? Vous êtes quoi? Vous êtes un petit peu digne de vos lectures, là, quand vous citez Deleuze, les copains? Vous croyez que Deleuze, il a fermé sa gueule comme ça? Bon, allez, là, attendez, revenons à Lovecraft. Donc, ce Federal Writers Help, Federal Writer Guide, pardon, c'est l'idée de faire un atlas américain. Et dans cet atlas américain, le plus connu, le plus célèbre, ce sera faire écrire des tas d'écrivains sur, par exemple, l'Alaska, sur Washington, et donc sur New York. Et il y aura pas loin de 10 000 auteurs qui seront aidés. Alors, là encore, il y a en France... Attendez, on va y venir à Lovecraft. Patience! Mais oui, tout ce qui tombe aussi littéralement en poussière de cette prise en charge publique des politiques culturelles. Excusez-moi la langue de bois. Mais il y a plein d'auteurs qui ont les yeux comme ça, les mains comme ça, mais ils sont où nos petits boulots? Dans le fond de cette dépression, il y a eu, aux États-Unis, où c'est pas le genre sur le continent américain, au Québec non plus, et je crois que j'en ai pour moi-même tiré les leçons, mais ça remonte déjà à 2010, donc il y a bientôt 15 ans. Fais-toi un sirette, fais un truc comme ça, et démerde-toi, parce que là, sur ces questions des ateliers d'écriture, on t'a pas trop aidé, t'en as plutôt pris plein la gueule, mais sur la question du numérique, on t'a pas trop aidé, t'en as plutôt pris plein la gueule, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au moins, tu te blindes. Mais aux États-Unis, là, alors que là, non seulement il n'y a jamais eu cette instance de la commande publique ou de l'aide publique, en tout cas pour ce qui concerne la littérature, dans le fond de la Grande Dépression, il y a eu cette agence fédérale qui n'a été liquidée ensuite, mais qui a permis à 10 000 auteurs, dont Arthur Leeds, de toucher un peu d'argent. Et c'est même une question qui pourrait rejoindre Lovecraft, parce que lui, des guides, il en écrit. On a son guide du Vermont, on a son guide du Québec, on a une ébauche de guides concernant Philadelphie et Washington et toute cette zone-là arpentée par Edgar Poe. Évidemment, Lovecraft n'écrit pas ses projets de guide en fonction là, de ce Federal Writers Guide qui aura cette fonction-là de sauver ces types, leur donner à bouffer, comme ce sera le cas pour Leeds, en tout cas. Mais simplement, lui, en 36, il est malade, en 37, il meurt, il a 46 ans. Donc de toute façon, il ne peut pas être dans ce projet. Mais toutes ces choses-là se rejoignent un peu. Alors évidemment, là, je viens de le recevoir, mon WPA Guide to New York City, et je le reçois juste au moment où eux s'en vont à Washington. Mais enfin, il y a plein de cartes, quartier par quartier,
voyez, il y a plein de ressources, il y a plein d'indications sur ce qui se passe à tel endroit, rue par rue. Alors, waouh, sacrément heureux de... ça y est, j'ai un outil. Mais vous voyez, cet outil, il a surgi. Évidemment, maintenant, je sais ce que c'est. Alors, c'est paru en 38-39, mais réédité en 1995. Toujours disponible, même si celui-ci, évidemment, c'est d'occasion. Bah ouais, c'est la dernière édition de 1995. Mais les outils naissent à mesure que nous, on avance. Allez, maintenant, il s'agit d'aller voir Howard Phillips Lovecraft. Ordinateur. Toujours très serré. Hier, dimanche 5, une des nuits où il a dormi, il y avait aussi les copains, là, The Boys, le Calem Club, Frank Blacknap, Long Love Man, Leeds, justement, George Kirk. Ah, Reinhard Kleiner n'était pas là. On a fini au resto, au Thompson, un petit peu tard, discussion, et le soir, lecture et dodo. C'était banal le dodo, ouais, mais aujourd'hui, on va finir par stay up, stay up, stay up, nuit blanche, donc il se lève à midi, et plan trip. Alors c'est ça, là, qui est toujours un petit peu mystérieux, moi qui m'avais accroché à ce carnet quand je l'avais découvert. Plan trip, ouais, t'as 2 syllabes. Trip, bah, ça y est, tu comprends, parce que tu vas derrière, et que là, Washington souligné, et que c'est parti pour le voyage à Washington. Vous allez vous en déguster du Washington. Peut-être si vous préférez, on se donne rendez-vous là le 26 avril, et tout ira mieux, mais on a des choses à voir avant. Par exemple, que Sonia revient après-demain de Saratoga. Il lui écrit, et il reçoit, il lui écrit, et en même temps, il reçoit un petit mot d'elle qui dit qu'elle revient à New York, mais ce sera juste un passage. Il va rester 2 jours, 3 jours, et repart à Saratoga en même temps que lui s'en va avec Kirk à Washington. Mais il faut donc bien de se situer un peu plus largement. Alors non seulement il prévoit, c'est-à-dire que ça va être un truc pour Lovecraft, c'est considérable, qu'est-ce qu'il y a à voir à Washington, comment on va employer notre temps, où est-ce qu'on ira le matin, où est-ce qu'on ira le soir, dans la lettre là, de ce 11 avril, parce que là il écrit à tante Annie, vous voyez c'est marqué Write A-E-P-G, oui, mais cette lettre elle ne nous est pas parvenue. Par contre, on a la lettre du 11 avril à Liliane, et il est déjà en train de subodorer. Qu'est-ce qu'on va manger? Oui, on va manger des hot dogs, H-A-W-D-D-O-G. Mais il dit, mais Kirk, lui, il aime trop le bien manger pour supporter qu'on aille manger des hot dogs là à 5 cents. Et Kirk, il est comme ça, il préfère bien manger. Puis si moi je lui dis, ah écoute, c'est trop cher, Kirk, c'est lui qui va payer, alors moi je suis gêné, etc. etc. C'est un enfer pour Lovecraft que la préparation de ce voyage. C'est un enfer, n'empêche que toute sa vie, il partira quand même en voyage. Et ça, attention, il faut bien comprendre cette instance-là. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Eh bien, il va aller chercher son billet à la Penn Station. Juste à côté, il y a un automate. Et encore une fois, il va manger pour 25 centimes et non pas pour 8 cents. On va tout de suite sur le PDF pour le détail, toujours justement le fac-similé là, de ce carnet tel que je vous l'ai montré. Ma petite 3 extraits de la lettre du 11 avril à Liliane, je vais y revenir. La transcription précise, mais qui correspond, je vérifie toujours que ça correspond aussi à celle de S.T. Yoshi, Penn Station, Automate. Ouais, le problème des chaussures, il nous barbe avec ses chaussures. Mais bon, j'en ai parlé quand même, hein, ouais, et puis moi je suis à la médiation. Si ça vous barbe, vous laissez tomber. Mais si moi ça me barbe, je suis bien forcé de vous en parler quand même. Pas marrant, mais c'est comme ça. Et oui, back home, find Eve Cow. Vous vous rappelez de nos histoires de souris? Il l'a chopé, la souris, il l'a chopé.
Il l'a chopé parce que c'est aujourd'hui qu'il était descendu acheter le piège à souris et cette boîte en fer blanc qui lui a coûté 75 cents, soit 3 fois le prix du repas à l'automate, une boîte émaillée en fer blanc pour que les souris n'aillent pas lui bouffer son pain. Ça y est, à peine il a mis le piège qu'il l'a attrapé. Et là, cette remarque, dispose of. Vous vous souvenez, il n'a pas voulu le truc avec la tapette. C'est des espèces de boîtes. Quand la bestiole rentre, elle ne peut plus sortir. Tout simplement, elle rentre, le couvercle, le truc tombe, et ça ne coûte que 5 cents. C'est donc que tu as une petite boîte avec la bestiole vivante dedans qui bouge. Dispose of. J'en fais quoi? T'en fais quoi? Lui, ce qu'il disait à sa tante, c'est que je préfère jeter la boîte avec la bestiole dedans. Eh ben, ça y est, aujourd'hui, mon gars, alors, il faut bien l'imaginer. Mais il faut imaginer Lovecraft qui a écrit une histoire qui s'appelle Les rats dans les murs, où tu as des milliers de rats derrière toutes les cloisons. Puis quand tu descends, ça t'ouvre un monde infini. Vous l'avez lu, Rats in the Wall. Il y a la description. Il y a le PDF, là, bien sûr, dans le petit dossier réservé. Il faut imaginer Lovecraft, on est le soir, qui descend sans que la logeuse le voie, qui va dans la rue, qui s'éloigne à 2 rues quand même, qui repère une bouche d'égout, qui prend son petit piège à 5 cents avec la bestiole qui bouge et qui s'affole dedans, et hop là, au revoir, c'est fini. Et on revient, et on lit tranquillement, non, parce qu'il y a le voisin du dessus, on ne l'avait pas vu encore celui-là. George Kirk, ils ont des trucs à parler sur Washington. Il l'emmène au Cairo Garden, puis dans une ice cream place. Enfin, return and write and stay up. Ça ne sert à rien de traduire au niveau où on en est. Alors, les extraits de la lettre à Lillian Clark du 11 avril, ses chaussures et puis toujours cette grandiloquence. J'ai pas fait grand-chose, toujours les réunions des boys, les appels à Sony, c'est-à-dire qu'il se téléphone avec Frank Belknap-Long, ça il ne le marque pas dans le carnet, mais là il en parle. Et ces vieilles chaussures, toujours c'est les vieilles chaussures qu'il met, des vieilles chaussures de marque Regal. Ah, que le ciel fournisse un chemin au pauvre vieux gentleman quand ses chaussures seront tombées complètement en ruine. Je viens de les enlever et je les regarde. Ne vous moquez pas. Hélas, pour cette beauté qui n'est à fleur de peau, c'est-à-dire à fleur de cuir, c'étaient les meilleures chaussures que j'ai eues. Mes pieds seront à jamais, avec le mot smart, intelligence, en garder le souvenir. C'est comme ça qu'il parle, parce que les chaussures neuves lui font mal, mais que pour aller à Penn Station chercher son billet, oui, il peut prendre les vieilles godasses. Mais pour aller à Washington, tu vas y aller en gentleman. Il s'est acheté 6 faux cols tout neufs pour son voyage. Une fortune! Et donc, il aura les nouvelles chaussures qui lui font mal. Après avoir écrit cette lettre, je suis sorti avec Kirk au Cairo Gardens, un café situé dans le quartier arabe, près de chez nous. Quartier arabe de Brooklyn. Maintenant, je connais le quartier polonais, quartier juif. Brooklyn, c'est une suite de villes. Et il y a cette ligne 7 du métro là, qui s'en va jusqu'à Flushing Meadows, ce qui est formidable, parce que à chaque station, tout au bout, c'est la Corée. Mais tout au bout, il y a une station, c'est le Mexique, une autre station. Mais ça, c'est sur la ligne 7, loin. Mais non, là, c'est dans Brooklyn. Dans Brooklyn, il y a le quartier arabe. Nous espérions y trouver des couleurs exotiques. La réalité était plutôt sordide. De gras musiciens grattant des accords orientaux sur des espèces de luttes dans une alcôve tapissée, puis rien d'autre que des tables et des chaises. Et pour compenser, J.K. et Kirk m'a offert une glace dans un endroit situé juste de l'autre côté de la rue, après quoi nous sommes rentrés. Et troisième, là, cette petite précision, elles sont rares sur Sonia. Sonia est repartie pour sa retraite de Saratoga cet après-midi. Elle n'est plus certaine de la durée de son séjour, car elle a plusieurs autres postes en vue. Toujours cette démarche pour retrouver du travail, mais en attendant, elle est très satisfaite de l'atmosphère raffinée, bienveillante et érudite dans laquelle elle se trouve. Là, ça nous donne aussi une belle indication sur la personnalité de Sonia, dont on sait si peu finalement, sans parler de l'intelligence et de l'amabilité de l'enfant dont elle s'occupe. Elle ne peut pas, bien sûr, contribuer au loyer, comme convenu à l'origine, mais elle essaye d'aider autant qu'elle le peut.
ayant récemment participé via des versements de 2 $ et de 5 $. Je vous rappelle que le Lovecraft paye 8 $ par semaine lorsque les comptes étaient serrés. C'est rare qu'on ait chez Lovecraft là, des choses aussi précises, mais nous, on a une suite de marqueurs, et bien sûr, ces marqueurs-là du prix de la vie quotidienne, de l'économie, du budget de Lovecraft, c'est un de ces marqueurs. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon PDF? Ouais, la Penn Station, ça a l'air bête, d'Iva, la Penn Station. Bon, ben, ça ressemblait à quoi la Penn Station en 1925? La Penn Station aujourd'hui, c'est pas agréable, c'est rempli de couloirs, des escalators, c'est froid. Alors à Grand Central, c'est ce grand hall, c'est un monument historique. Mais la Penn, quand vous retrouvez la Penn telle qu'elle était au début du siècle, c'est des architectures de verre, c'est du Pyrénées avec ses escaliers, ses passerelles, ses courbures et ses verrières, un peu comme qu'on aurait le Grand Palais là chez nous. Je ne sais pas du tout si c'est les mêmes époques ou autres, mais la Penn Station de l'époque, ouais, peut-être même plus belle que Grand Central. Sauf que Grand Central a été protégé et que la Penn, ben évidemment, c'est la gare la plus gigantesque, c'est notre gare du Nord. Elle, tout a été refait. C'est une vraie plaie pour les. Toujours une photo de Stiglitz sur New York. J'en ai encore quelques-unes à partager. Et maintenant, donc, allons voir le journal. On est lundi 6 avril 1925 dans le New York Times, toujours la crise en France, toujours évidemment ce qui concerne la prohibition, les bootleggers, une explosion au Jersey Hospital avec 5 personnes qui brûlent. Et j'ai juste gardé en une cet article avec ce drôle de titre, « Kills a sweetheart but won't tell why ». Alors évidemment, quand on lit, on a ce qu'on nomme aujourd'hui féminicide, et combien il y en a de listes tous les ans, et ça continue. Mais comment aujourd'hui ne pas lire ces articles-là avec nos yeux d'aujourd'hui? Pourtant, l'analyse mentale de ce fait élémentaire n'est pas constituée dans cette dimension-là. Alors, féminicide, en américain, ça se dit femicide, une syllabe en moins. Mais le mot femicide, qui est vraiment là où nous employons féminicide, il date de quand? 1976. Il aura fallu 50 ans après Beatrice Donnelly. Beatrice Donnelly, 24 ans, qui habitait au 208 ouest de la 82e rue, a été tuée dans un bois près de Greenwich, Connecticut, hier après-midi par James O. Mahoney, 27 ans, lui domicilié 312 East 51st Street, dans des circonstances que la police de New York et de Greenwich a été incapable d'expliquer. La jeune femme, décrite par ses collègues comme unusually attractive, toujours cette dimension un peu ambivalente, ah ouais, attractive, inhabituellement séduisante. C'est de sa faute? Était la secrétaire d'un des patrons de l'American Express Company. Elle était aussi la secrétaire de l'instance locale des filles de la Révolution américaine. Et The Daughters of American Revolution, on a vu une photo il y a quelques jours de ça. Il y a un article justement sur ces Daughters of American Revolution. C'est une instance qu'on dirait aujourd'hui féministe. Là encore, il n'y a pas le mot, mais qui se battent sur l'égalité homme-femme. L'homme, un plombier, artisan, est arrivé de son pays il y a 3 ans, venu de Manchester, en Angleterre, et depuis fréquentait Beatrice Donnelly depuis 2 ans. Alors, il a été soldat dans les British Forces durant la Grande Guerre, et le pistolet avec lequel il a tué Beatrice Donnelly était un automatique allemand dont il s'était saisi sur le corps d'un officier pendant la guerre.
Et là, donc il arrive lui-même donc au commissariat, il entre, il se met debout devant la table, il pose le pistolet et voilà l'histoire. Je l'ai fait. J'ai tué ma chérie. I've just shot my sweetheart down the road. I've shot her. That's enough. Je l'ai tué et puis c'est tout. Et personne ne saura pourquoi je l'ai tué, même si je dois en emporter le secret dans la tombe. Voilà l'histoire de ce féminicide. Quand le mot féminicide n'existe pas encore. L'article continue d'ailleurs en page 3, en page 2, on a 2 aviateurs nommés par la Navy pour rejoindre l'explorateur Macmillan. On est en train de préparer le survol de l'Arctique en avion. On en a parlé plusieurs fois. Eh bien maintenant, ça y est, voici les aviateurs donc, qui s'en iront avec Macmillan pour cartographier the Uncharted Region, les régions inconnues de la banquise tout au nord. J'ai copié cet article aussi, là, par un gros enjeu, c'est Romantic names for its fast freight trains adopted by Pennsylvania to please the public. Donc il s'agit, les trains de marchandises s'appellent le BG12, BG12, the Gas Wagon, le train qui transporte du gaz. Le PH10. Le PH10 est à l'heure, attention, le PG12. Oui, eh bien, pour maintenant, ils vont s'appeler The Blue Goose. Alors dire l'oie, moi, je sais qu'elles sont très belles, ces oies qu'on voit là, quand c'est les grandes périodes de migration, là, quand on est entre Québec et Kamouraska. J'ai des souvenirs de Blue Goose à Kamouraska, mais je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, parce que le mot de oies bleues, c'est pas joli, mais The Spark Plug, ou bien encore pour le BG12, The Iron Master, le maître du fer, The Accelerator, The Standard, et le WV3 sera renommé The Meteor. Voilà, des petites choses qui de temps en temps font plaisir, parce qu'en plus il y a le mot romantique là-dedans. J'ai traduit quoi comme article? J'ai traduit page 8, Crippled Children Guests of Circus. Ça fait 3 fois qu'on parle de ce Madison Square Garden qui accueille un spectacle où 3 cirques se produisent ensemble. Ces 3 cirques donc, donnent ce spectacle géant, le Ringing Brothers, le Barnum et le Bailey Circus font ce spectacle géant avant de partir chacun en tournée sur le continent américain. Louis Hicks, Circus Property Man, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de traces, j'aurais bien voulu sa photo. Ce Louis Hicks propose un concert pour 2000 jeunes garçons et filles orphelins, ou comme on dirait chez nous, de la DAS. Ça aussi. Pourquoi? Peut-être même je vais m'arrêter là. Mais c'est l'Amérique qu'on aime. Et comme on a besoin là, en ce moment-là, ces jours-ci, de revenir à cette Amérique qu'on aime. Pas vous? À demain.